le dire. Abdoulaye Sen, invité d'honneur de cette manifestation, mais aussi secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau 2022, président du Global Water Partnership et donc le partenariat mondial pour l'eau en Afrique de l'Ouest. Et non, on ne va pas se lever parce que sinon parce qu'il est très très grand, donc mais voilà. Ancien président du conseil d'administration donc de la SOGEM, qui était en charge de la gestion des barrages hydroélectriques de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Alors donc cette affaire-là a commencé en 1972, une fois de plus parce qu'on était dans le dur. C'est pour ça aussi chez nous, c'était même si on a eu d'autres sécheresses, c'est cet été qu'on s'est un petit peu réveillé, qu'on s'est même carrément réveillé. Donc nous avons, on va dire que nous avons 1830 km donc sur ce fleuve Sénégal, 300 000 km² de bassin. Ça c'est pour poser un petit peu les choses. Sépare donc le Mali du Sénégal dans un premier temps, puis après vous avez une très longue boucle, et puis donc ça va délimiter la Mauritanie et le Sénégal. Bien, irrégularité du débit, là aussi. Nécessité absolument après les sécheresses qui avaient déjà eu lieu à la fin des années 60 et puis le point culminant en 72, c'est-à-dire que les opérations effectivement essayant de sauver le Sahel, les gens ont découvert ce qu'était véritablement le Sahel suite à ces sécheresses et là il fallait trouver effectivement des solutions. Et c'était de l'enjeu de solidarité obligatoire, c'est peut-être déjà une des choses qu'il faut qu'on apprenne nous aussi en France, enjeu de solidarité donc obligatoire. Maintenant, avec 50 ans de recul, qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui peut être encore fragile? D'ailleurs, Eric a commencé effectivement à l'évoquer sur le côté un peu fragilité. Mais qu'est-ce qui est quand même très solide entre ces trois pays et avec ce que vous avez fait à l'OMVS? Merci Denis. Je voudrais saluer tous les amis que je retrouve dans cette salle. Ils se reconnaissent avec mes meilleurs souvenirs pour les uns et les autres. Remercier aussi mon ami de longue date, Thierry, et par la même occasion, féliciter le Cercle de l'eau. Vous êtes en train de faire un magnifique travail. Et tout cela, c'est à l'honneur de la France, qui, encore une fois, démontre son rôle moteur et précurseur dans les questions de l'eau. Saluer le grand frère Eric. Il me rappelle toujours que par rapport à Senghor, c'est lui le fils aîné. Eric, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce que... J'ai une particularité très étrange d'être à la fois Serrer et Soninké. Mais voilà. C'est très très rare pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Alors nous sommes donc dans ce que lui, il aimait bien appeler le carrefour du donner et du recevoir. Et nous allons essayer, en tout cas, pour répondre à votre question, de voir réellement qu'est-ce que l'OMVS peut offrir au monde et qu'est-ce que aussi le monde peut nous offrir pour faire face aux nouveaux défis que nous avons. Qu'est-ce qu'il y a de solide dans l'OMVS? D'abord, une volonté politique forte et toujours renouvelée. L'OMVS, c'est le résultat de tout un processus long dans l'histoire, mais si l'OMVS existe réellement, c'est parce qu'il y a eu cette sécheresse que vous avez appelée. C'est ça qui a boosté les chefs d'État et qui les a conduits en 72 à dire il nous faut une organisation sous-régionale pour gérer le fleuve, maîtriser les débits, les régulariser et en tirer profit. Ça, c'est en 72. N'oublions pas qu'en 68, déjà, on avait créé l'ORS, l'Organisation des États riverains du Sénégal. Mais comme il s'agit de pays qui n'ont pas les mêmes préoccupations par rapport à l'eau, vous avez cité la Guinée, c'est 2000 mm d'eau par an. Dans le delta, c'est 200 mm. Vous voyez, la Guinée, à un moment, n'a peut-être pas senti l'intérêt d'avoir cette organisation. Et c'est ça qui a fait un peu la mort de l'ORS en 70-71. Mais en 72, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Le fleuve, on le traversait à gué. C'était la famine, c'était une hécatombe pour le cheptel. Et les chefs d'État des trois pays se sont dit, même si la Guinée n'est pas encore prête, nous, on va se retrousser les manches pour créer l'OMVS. Alors donc, la première force de l'OMVS, c'est de dire que c'est une volonté politique, un engagement, et ils ont décidé de créer une organisation
avec une instance suprême qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui se réunit tous les 2 ans et qui, en fait, prend en charge toutes les questions difficiles et prend des décisions par consensus. Donc, première force, l'engagement politique. Deuxième force, c'est que toutes les décisions sont prises par consensus. Alors ça aussi, c'est un point qui est très important. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Quand au début, en 72, on créait cela, la Mauritanie ne se préoccupait pas de l'eau pour boire. Je sais que mon ami Eric connaît bien le problème. Mais La Mauritanie, c'est quand même 95% de l'eau qui vient du fleuve. voilà. Ouais. Mais à l'époque, c'était l'eau souterraine qui alimentait Nouakchott. Ah oui, c'est ça, d'accord. Exactement. Alors, et en ce moment-là, le Mali ne se préoccupait essentiellement que de la navigation. Donc, c'est des intérêts différents. Alors, on a donc dit, nous allons nous organiser pour qu'il y ait un principe, c'est le consensus. Et personne ne peut réaliser un projet qui peut avoir un impact sur le fleuve s'il n'a pas l'accord de tous les autres pays. Donc, un droit de veto systématique accordé à tous les pays. L'autre force, je pense, c'est que dès que l'OMVS a été créé, on s'est retrouvé pour élaborer un programme commun, chose qui n'était pas facile. Et ce programme a été plus un programme politique. Je m'explique. On a tendance aujourd'hui à nous imposer l'économique. On doit élaborer un projet, calculer le taux de rentabilité, optimiser. Ah bah c'est même pas ça. Aujourd'hui, c'est l'économie qui parle à l'économie. Exact. Et là, c'était plus possible. Je donne un exemple très simple. Quand l'idée de faire un barrage régulateur a été lancée, un pays a dit « Ah, j'ai peut-être pas confiance au fait qu'il n'y ait qu'un seul barrage. Parce que ce pays-là, qui est à l'amont, pourrait peut-être jouer des coups. » On a été obligé de découpler les choses et c'est ça qui fait l'histoire du barrage anti-sel de Diama et du barrage de Manantali. Parce qu'au départ, l'idée c'était de faire un seul barrage. Mais au final, on est arrivé vers un surinvestissement. Je prends un deuxième exemple. En 89, quand il y a eu les événements entre le Sénégal et la Mauritanie, nous nous étions déjà entendus quelques mois avant sur le fait que l'économique et la rentabilité militaient pour une ligne ouest qui passait en rive gauche. À cause des événements, la Mauritanie dit non, maintenant il faut que le tracé soit en boucle. Il faut que la ligne soit à gauche, qu'elle traverse à droite et qu'elle revienne à gauche. Simplement parce qu'on était dans des considérations géopolitiques. Alors bien sûr, ça augmente les coûts. Mais si vous ne le faites pas, vous ne vous entendez pas. Donc, là aussi, c'est un point extrêmement important. C'est le politique qui détermine, pas nécessairement l'économique. Parce que si on veut, entre plusieurs États avec des intérêts pas toujours convergents, arriver à un programme commun, il faut des concessions et il faut accepter de construire quelque chose qui peut être redondant dans certains cas. Autre force. L'autre force, je pense, c'est que nous avons tous compris qu'il y avait un problème de survie. De survie, vous l'avez évoqué tantôt, survie dans le sens où, sans ce fleuve, la Mauritanie ne peut pas développer son agriculture. 200 mm, la Mauritanie, oui. d'eau. Et sans ce fleuve, aujourd'hui, Nouakchott ne peut plus boire. Parce qu'entre-temps, la nappe de Nouakchott s'est dégradée. Et aujourd'hui, Nouakchott, qui en 72 avait dit « Je ne suis pas intéressé par le volet eau potable », est alimenté à 100% par l'eau de Diama actuellement. Dakar, qui est une ville en croissance, est alimenté à 60%. Donc, si aujourd'hui, ce barrage de Diama n'existait pas, et on en a eu l'expérience en 82, quand il y a eu vraiment un envahissement de l'eau salée, on aurait des difficultés pour alimenter les villes. Donc, volonté politique, principe du consensus, programme commun et surtout l'intérêt des uns et des autres qui se traduit par le fait que
la sécurité du programme est bâtie sur le fait que les infrastructures sont dotées d'un statut de copropriété indivisible. Juste un petit mot de Eric. Ce que tu dis est absolument lumineux et rappelle un moment qui est pour moi une des 2 ou 3 plus grandes décisions humaines de courage politique. 5 ans après la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, le 9 mai 1950, Robert Schuman propose de mettre sous une même autorité, regarde, c'est les mêmes mots, même autorité, le charbon et l'acier, pour rendre, dit-il, la guerre dorénavant impossible, puisque le charbon et l'acier sont les ingrédients premiers de la guerre. C'est ça le courage politique, c'est ça la vision. Et c'est ça ce qu'on essaye de bâtir à chaque fois qu'il y a un travail d'hydrodiplomatie, quel est l'intérêt supérieur? Il y a évidemment des intérêts secondaires qui sont contradictoires, comme dans la vie, comme toujours, mais il y a un intérêt premier qui est celui de la paix. Et donc ce que tu dis, mais c'était lumineux, tu vois. Et c'est rare, les peuples qui réussissent à ça. 5 ans après la fin de la guerre avec les Allemands. Lumineux et visionnaire, d'autant plus que, comme vous l'avez évoqué, Denis, à l'époque, on avait un problème frontalier entre le Sénégal et la Mauritanie. Et on était en débat. C'était chaud, oui. Et puisque les textes coloniaux n'étaient pas très clairs, il y en avait un qui disait que la frontière, c'est la ligne des plus hautes eaux sur la rive droite. Ça a arrangé le Sénégal, bien sûr, parce que tout ce qui est rive droite et rive gauche, donc le fleuve, c'est les Sénégalais, pour l'essentiel, sur ce tronçon. Par contre, la Mauritanie est venue avec une autre interprétation en disant que dans la pratique internationale, c'est la ligne médiane. Alors, donc, on était dans une situation extrêmement difficile. Et ça, là, votre papa Senghor est venu dire, écoutez, au lieu de s'entre-déchirer sur la ligne, oublions la frontière. Rendons ce fleuve international et essayons d'en tirer les bénéfices que cela peut nous offrir. Après, on parlera de la question de la frontière. Et si tu permets avec Senghor, ce qui est formidable, c'est que quand tu es visionnaire, tu es avec une vérité supérieure et qui est exactement celle de la poésie. Parce que Senghor est un immense poète et qui, combien de fois, il a parlé de l'eau là où il était, quand il venait de là où il est né, et donc des Lamentins, etc. etc. Donc, tu as une vision pas seulement technique. Il suffit de passer 10 minutes sur la question de l'eau pour savoir que le savoir technique est absolument nécessaire, mais pas du tout suffisant. L'eau, c'est le rendez-vous nécessaire de tous les savoirs, et notamment de la vision qu'apporte la poésie. Absolument. Alors, je termine sur maintenant les acquis, un acquis, avant d'aller sur les faiblesses. L'autre acquis, c'est que nous avons réussi, malgré les difficultés de l'époque, à réaliser aujourd'hui des infrastructures qui sont devenues indispensables pour nos économies respectives. Le barrage de Diama, le barrage hydroélectrique de Manantali, et en matière d'hydroélectricité, on est venu ajouter 2 autres barrages, Felou et Gouina, et on est en train maintenant de travailler sur les barrages en Guinée. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, on a quelque chose de solide que nous ne pouvons pas partager et qui nous oblige à être ensemble. Oui. Oui, c'est ce qui vous réunit, c'est votre charbon et l'acier de local. Exactement. Ouais, maintenant, la faiblesse. Alors, je vais aller juste, Abdoulaye, c'est pas pour accélérer les choses, mais c'est vrai que je voudrais aussi tout à l'heure qu'on vous donne la parole. Bon, dans les faiblesses, je vais très vite. Il y a pas de navigation sur le fleuve parce qu'il n'a pas été assez entretenu. Il y a peut-être une approche trop techno et peut-être un petit peu urbaine que vous avez pu aussi avoir. Mais aussi, la population, donc chez vous, double tous les 25 ans. Il y a aussi, dans les ambitions que vous aviez, c'était aussi de gagner de la terre agricole. C'est un pays quand même qui consomme 600 000 tonnes
de riz. C'est un des premiers importateurs de riz donc, dans le monde. Et vous en produisez 300 000 tonnes. Voilà. Alors là, qu'est-ce que l'on peut dire? Ça va être quoi demain? C'est peut-être ça aussi, dans les fragilités. Alors, demain, c'est d'abord booster l'irrigation. Booster l'irrigation pour occuper ces jeunes, pour qui l'essentiel du jugement d'emploi va être dans le domaine agricole. Donc, il y a un travail extrêmement important à faire. Alors, en parlant maintenant du choix des spéculations, vous avez parlé effectivement du riz. Mais nous nous sommes rapidement rendus compte de ce que cette option du riz, même si elle était bonne, n'était peut-être pas la meilleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Les populations se sont rendues compte qu'il était plus économe d'aller vers la diversification, les cultures de légumes et autres variétés qui rapportent plus facile à mettre en marché et plus de rentabilité. Donc aujourd'hui, là où un hectare de riz utilise 4 personnes, un hectare de culture maraîchère peut utiliser 10 fois plus. Donc il y a là effectivement un enjeu sur lequel on est en train de travailler. Développer l'irrigation, plus de superficie, mais ensuite faire un choix de spéculation qui soit beaucoup plus avantageux. L'autre problème que nous avons, c'est que tout ça aussi se passe dans un contexte où le financement est très difficile. Et c'est le lieu peut-être de saluer ce que la France est en train de faire aujourd'hui et demain, repenser le pacte sur le financement. Quand nous avons décidé de lancer le Invest, on avait 2 écueils. Le premier écueil, c'était que nous avions ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. On en parlait avec mon ami Eric. Plan d'ajustement structurel, la Banque mondiale et le Fonds monétaire nous avaient dit, vous ne pouvez plus emprunter de l'argent, vous ne pouvez plus protéger vos marchés, vous libéralisez et vous privatisez tout. Et c'est ça qui a retardé sur de longues périodes les investissements et les aménagements de valorisation. Mais un autre élément qui nous a retardé, c'était aussi le débat sur les infrastructures. 70, c'était la controverse sur les barrages. La Banque mondiale est venue nous dire, vous vous trompez de chemin. Le débat aujourd'hui, c'est de dire plus de grands barrages parce qu'il y a des conséquences. C'est la France qui, dans cette affaire, a été le seul pays occidental à l'époque à soutenir la position de l'OMS, même si elle n'a pas été en capacité de basculer la position du Fonds monétaire et que les pays de l'OMS ont été obligés d'aller vers les fonds arabes. Il faut retenir qu'en 70, 80, les barrages de Diama et de Manantali ont été financés à près de 60% par les fonds arabes uniquement. C'est donc dire qu'il y a un problème de financement qui se pose. Et il y a bien sûr le problème maintenant du changement climatique parce qu'aujourd'hui, il en a parlé Eric Orsena et je le remercie pour tout son soutien. Pour l'OMS, j'en dirai pas plus, il sait de quoi je veux parler. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le devenir de ces fleuves ouest-africains avec la dégradation du massif du Fouta-Vachal. Et il y a un travail à faire qui a démarré et qu'il faut renforcer, qu'il faut consolider. Et il ne faut plus travailler seulement à l'échelle maintenant des rivières ou des fleuves. Et c'est ça qui est aussi une autre responsabilité de l'OMS, de ne pas seulement être OMS, mais d'être aussi le moteur d'un réseau d'organismes de bassins, OMS, ABN, etc., donc bassin du Niger, pour travailler globalement à préserver ces fleuves. Donc, voilà quelques enjeux sur lesquels nous sommes en train de travailler. Améliorer le niveau des aménagements d'irrigation. Deuxièmement, renforcer les infrastructures avec donc du financement nouveau dans un contexte difficile et aussi prendre en charge la question de l'adaptation au changement climatique. Alors, le sous-texte aussi d'Abdoulaye Hissène, c'est de nous dire que aussi en France, donc évidemment que c'est bien d'avoir eu donc depuis 1964 nos agences de bassin. Donc je comprends toujours parce que la Maison de la Radio elle est née en 63, donc 64 c'est un an après, donc c'est les agences de l'eau par bassin. Donc
On a des SDAGE, des SAGE, ici vous connaissez, vous parlez à des copines, des copains, vous leur parlez de clés, de tout ça. EPTB, ils ne connaissent pas. Hein. Bon. Et Dieu sait si c'est indispensable, ce n'est pas le problème. Et aujourd'hui, il faut maintenant aller plus fin. C'est-à-dire qu'on va être dans du sous-bassin. Enfin, c'est là que ça va se passer, que la connaissance, une fois de plus, qui doit être partagée et admise par tous, agriculteurs, je reviens sur ce que je disais au départ, agriculteurs, naturalistes, écologistes, pêcheurs, etc., loueurs de pédalos. Bon, ça va être ça la clé demain que l'on peut apprendre aussi, ce quoi on a intérêt à aller en France, où ça commence d'ailleurs. Oui, je pense que la France nous a beaucoup appris avec ses agences. Oui, mais maintenant c'est vous qui nous apprenez aussi. Et maintenant, on continue, on n'est pas mauvais. Hein, voilà. oui. Alors, ce que nous avons appris à ce niveau, c'est qu'il faut une participation plus forte des populations. Dans le sens où les groupes d'acteurs ont des intérêts spécifiques qui doivent être pris en charge. Et ça rejoint en fait ce que vous appelez par cette logique des sous-bassins. Il y a des acteurs sectoriels par zone, par territoire. Et aujourd'hui, une des préoccupations de l'OMVS, c'est d'aller vraiment prendre en charge la question du développement des territoires. Donc, on ne s'occupe plus seulement de réaliser de grandes infrastructures. On a lancé récemment un programme qu'on a appelé le PGIR, donc c'est un programme de gestion des eaux. C'est essentiellement pour aller voir les pêcheurs, aller voir les maraîchers, aller voir les forestiers. Donc voir tous les usages locaux et les dans aider, un maillage qui est de plus en plus fin. Quoi. Et à trouver leur intérêt effectivement là-dessus. Éric. Ce qui est très frappant, tu sais, quand tu parles, c'est exactement ce qui se passe à toutes les échelles. Si on a de telles tensions sur l'eau aujourd'hui en France, c'est pour une raison assez claire, et je l'ai vérifié 3 fois de suite depuis le début de l'année dans le Languedoc. C'est qu'on a abandonné un truc qui s'appelait l'aménagement du territoire. La planification, l'aménagement du territoire. C'est qu'on a pensé que marcherait le ruissellement. Eh bien, le ruissellement, ça ne marche pas plus pour l'égalité économique que pour la distribution de l'eau. Pardon de ne pas être complètement libéral, mais vraiment, c'est ma conviction absolue. On ne peut pas abandonner comme ça une vision à long terme de l'aménagement du territoire, dont l'eau, ou l'eau, dont l'aménagement du territoire. C'est marrant parce que ça se renverse. Et c'est quand je t'entends, mais je vois exactement ce que j'ai vu avec les planifications loupées et Philippe Lamour qui lançait cette affaire-là, oui. Et tout le monde s'en fout maintenant. Donc, un homme d'ailleurs aussi qui